Bien, bonjour à toutes et à tous. Quelles recommandations, en effet, proposer dans le cadre de la procréation chez la jeune femme présentant un syndrome de Turner? Alors, l'état de la question est le suivant. Comme il vous l'a été montré tout à l'heure, le syndrome de Turner se définit comme une dysgénésie gonado-somatique qui aura un retentissement ovarien variable. Et on va se retrouver dans deux types de situations extrêmes, avec tous les intermédiaires entre ces deux types de situations, soit un fonctionnement ovarien abouti permettant l'occurrence de grossesse spontanée, soit une aménorrhée primaire ou primo-secondaire, ou une insuffisance ovarienne prématurée conduisant à la situation de stérilité. Et l'évolution de la prise en charge s'est faite selon ces deux types de situations. Dans un premier temps, la prise de conscience des risques fœtaux des grossesses spontanées, à savoir les fausses couches spontanées à répétition, les décès périnatals, les malformations, les anomalies chromosomiques, conduisant à intensifier le diagnostic anténatal, et l'euphorie pour les femmes ovarioprives de la transformation de leur pronostic procréatif grâce au don d'ovocytes. L'étape d'aujourd'hui, c'est la mise en exergue des risques maternels, en particulier cardiovasculaires, de ces grossesses. Alors l'alerte a été donnée dès 2003 par une publication de Carnis qui reprenait les publications de la littérature qui avaient montré 4 décès par dissection aortique en AMPDO en prenant les publications de Nagel, Garvet et Beauchesne. Et à partir de ces chiffres, Carnis a calculé un risque de dissection supérieur à 2% et un risque de décès au cours de la grossesse multiplié par 100 dans le Turner. Mais bien entendu, ces chiffres demandent à être réactualisés en fonction de la nécessité d'une certaine exhaustivité du recensement des grossesses Turner. En 2004, une dissection sur anévrisme lors d'une deuxième grossesse spontanée qui a amené au diagnostic de syndrome de Turner chez ces jeunes femmes. Carlson, en 2007, recense 85 dissections aortiques de 61 à 2006, dont 7 en don d'ovocytes avec 6 décès. Dans le même temps, à Nice, une décompensation cardiaque chez une jeune femme présentant un syndrome de Turner à 29 semaines d'aménorrhée qui a nécessité une césarienne et un sauvetage maternel. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de faire cette réunion du G2 aujourd'hui pour vous alerter tous sur le fait que ce sont des grossesses à très haut risque. Entre-temps, un nouveau décès en France, à Paris, et un décès, comme l'a signalé Janine, 7 jours après une césarienne en juin 2008. Nous avons demandé à tous les centres pratiquant le don d'ovocytes chez les jeunes femmes turnérières de recenser à ce moment-là toutes les grossesses Turner de façon à intensifier la surveillance cardiovasculaire pendant la grossesse et même en postpartum et initier une enquête rétrospective de façon à authentifier, recenser les risques de ces grossesses et essayer de déterminer des facteurs de risque. L'Agence de la biomédecine a demandé également au CNJOF de réunir une commission d'experts de façon à améliorer la surveillance de ces grossesses et définir les critères de contre-indication. Donc en effet, comme l'a dit Janine, et je ne vais pas reprendre, il existe un certain nombre de pathologies cardiovasculaires susceptibles de retentir, mais il existe également, comme l'a dit Catherine, d'autres anomalies et malformations viscérales ainsi que des anomalies endocrino-métaboliques pouvant retentir au cours de la grossesse. Le risque majeur, néanmoins, comme on vient de le rappeler pendant toute cette session, est le risque cardiovasculaire qui est fonction des malformations cardiaques préexistantes, d'une hypertension préexistante. La dissection aortique étant la principale cause de décès, surtout pendant le dernier trimestre de la grossesse, avec un certain nombre de facteurs favorisants, à savoir les anomalies du cœur gauche, la dilatation de l'aorte, l'obésité, l'hypertension préexistante, mais dans 10% des cas, il n'est pas retrouvé de cause. Je voudrais simplement mettre également l'accent sur le fait que le don d'ovocytes en soi, chez les femmes ovarioprives, augmente le risque d'hypertension artérielle et d'accidents de prééclampsie et d'éclampsie. Cela a été montré de façon statistiquement significative par rapport aux grossesses non don d'ovocytes. Ceci serait probablement en relation avec les anomalies de la placentation du fait de la greffe totale. Et qu'enfin, la grossesse est un facteur de risque en soi du fait de l'augmentation des débits cardiaques plus que par l'inflation hormonale.
Et à partir de là, on peut se poser deux types de questions. Faut-il contre-indiquer la grossesse dans le syndrome de Turner ou définir des critères de contre-indication? Et c'est plutôt sur ce plan-là que nous nous sommes placés pour l'instant. Donc un certain nombre de questions se posent. Quel est le bilan préconceptionnel à préconiser, avec les compléments spécifiques en cas de grossesse programmée spontanée ou de grossesse par don d'ovocytes? Quels critères pour contre-indiquer la grossesse? Quelles informations donner à la patiente? Quelle surveillance pendant cette grossesse et comment gérer le péripartum? Le bilan préconceptionnel doit être particulièrement attentif. Bien entendu, génétique, il faut connaître le cariotype de la patiente et si il y a une mosaïque, rechercher le matériel Y qui imposerait une gonadectomie. Le bilan cardiovasculaire doit être également extrêmement précis et renouvelé tous les ans, avec un cardiologue spécialisé, connaissant le Turner, réalisant outre l'examen cardiologique, la prise tensionnelle et l'électrocardiogramme, il faut également une échocardiographie avec des protocoles standardisés avec un praticien averti qui pourra prendre de façon systématique les 4 diamètres principaux de l'aorte, c'est-à-dire au niveau de l'anneau aortique, du sinus de Valsalva, en sus-sinusal et au niveau de l'aorte ascendance. Pour les échocardiographistes avertis, cet examen serait suffisant. Mais si l'on ne voit pas bien l'aorte ascendante ou s'il y a le moindre doute, il faudra compléter cet examen par un angioscan ou une angio-IRM, de façon à bien authentifier les diamètres de cette aorte ascendante et également bien caractériser une bicuspidie aortique si elle n'a pas été bien vue en échocardiographie. Le holter tensionnel est discuté sous bêta-bloquant systématique de ces patientes pendant la grossesse. Le bilan rénal doit également être réalisé avec une échographie à la recherche de malformations qui peuvent être asymptomatiques ou retentir sur la fonction rénale qui doit être étudiée. Un bilan thyroïdien également à la recherche d'une thyroïdite auto-immune pouvant évoluer dans un certain nombre de cas, dans 30% des cas selon le travail de Patrick Fénichel, vers une hypothyroïdie. Le bilan métabolique est nécessaire, en particulier glycémique, étant donné la fréquence des troubles de la glycorégulation chez ces patientes avec une insulinorésistance. Un bilan hépatique du fait également de la fréquence des hépatopathies chroniques avec fibrose pouvant évoluer vers une véritable cirrhose. Un bilan utérin à la recherche de malformations. L'ostéodensitométrie est de bonne pratique pour détecter une ostéoporose ou une simple ostéopénie. Dans le cadre de la programmation d'une grossesse spontanée, ces patientes devraient pouvoir bénéficier d'une consultation d'informations génétiques pour qu'elles connaissent bien les risques fœtaux et en cas de don d'ovocytes, bien entendu, vérifier les conditions légales d'accès au don, réaliser le bilan médical et psychologique systématique, fait dans le cadre des dons également, et un cycle test, car si la préparation endométriale ne pose pas de problème, souvent il est nécessaire chez ces jeunes femmes d'augmenter la substitution œstrogénique, car il peut y avoir une certaine résistance de la réponse endométriale à un traitement à dose physiologique. Donc, quels seraient les critères pour autoriser ou, au contraire, contre-indiquer la grossesse? Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas la réponse puisque nous allons y travailler en commission d'experts, mais l'on peut se baser sur un certain nombre d'items. Les malformations cardiaques préexistantes, lesquelles, à quel degré? L'hypertension artérielle préexistante qui nécessite bien entendu une thérapeutique et qui serait intéressante en tant que cofacteur pour indiquer ou contre-indiquer la grossesse. Un index intéressant, l'index aortique, qui permet de rapporter le plus grand diamètre de l'aorte à la surface corporelle. Au jour d'aujourd'hui, le cut-off retenu est de 2,5 cm par mètre carré, au-delà duquel la grossesse serait contre-indiquée. Ce chiffre pourrait descendre à 2 cm par mètre carré s'il s'associe à la dilatation aortique, une bicuspidie aortique. Il semblerait qu'un index soit plus précis en rapportant un diamètre aortique à la taille de la patiente, mais nous ne disposons pas encore de chiffres exacts, ça demande encore à être étudié.
L'âge également est un facteur de réflexion. Étant donné, comme l'a souligné Janine tout à l'heure, qu'il s'agit d'une anomalie du collagène, avec un vieillissement accéléré de celui-ci, l'âge peut être également un facteur d'importance pour indiquer ou contre-indiquer une grossesse. De même, on sait que l'obésité est un facteur de risque non négligeable, et également la compliance. Une patiente qui ne suivrait pas, dont on caractérise bien le fait qu'elle ne pourrait pas suivre les examens demandés et la surveillance demandée, cela pourrait également constituer une contre-indication. Donc, quelle information donner à la patiente? Bien entendu, il faudra l'informer des risques de la grossesse. Et si, une fois les critères définis, la grossesse est autorisée, l'informer que si elle est autorisée, cette grossesse, elle ne fait pas partie des groupes à risque, puisque la grossesse est autorisée, mais que néanmoins, cette grossesse sera un surrisque par rapport à une population non ternaire. Les recommandations de diagnostic anténatal en cas de grossesse spontanée et là j'insiste beaucoup sur ce point, dans le cadre du don d'ovocytes, le transfert d'un embryon unique pour ne pas ajouter les risques des grossesses gémellaires et de rang supérieur aux risques déjà existants. La grossesse sera surveillée en maternité de niveau 3 et de façon pluridisciplinaire. Excusez-moi. Et la question se pose aujourd'hui de la signature d'un consentement éclairé. Il faudra que l'on y réfléchisse. Donc, quelle surveillance au cours de la grossesse? Comme je viens de le dire, pluridisciplinaire en maternité de niveau 3. Diagnostic anténatal plus poussé s'il s'agit d'une grossesse spontanée, et dans tous les cas, une surveillance cardiovasculaire intensive. À la fin du premier trimestre de la grossesse, à la fin du deuxième, et tous les mois pendant le troisième trimestre, avec une surveillance cardiologique spécialisée, la prise tensionnelle régulière, excusez-moi, la recherche de la protéinurie, une échocardiographie et, en cas de moindre doute, une IRM thoracique. Un bilan thyroïdien également, à la recherche d'une hypothyroïdie, le bilan hépatique et le dépistage d'un diabète gestationnel dès la 24e semaine d'aménorrhée. Quelle attitude pendant le péripartum? La surveillance cardiovasculaire doit être renforcée avec réalisation d'une nouvelle échocardiographie et ou d'une IRM dans les 15 jours qui suivent l'accouchement. Certains auteurs disent que l'accouchement peut se produire par voie basse si l'index aortique est inférieur à 2,5 cm par mètre carré. De façon générale, la plupart préconisent une césarienne systématique du fait de la fréquence des disproportions fœtopelviennes pour éviter les efforts de poussée, avoir une meilleure surveillance et avoir un sauvetage plus rapide s'il y a une décompensation cardiaque. Donc, quels sont les enjeux aujourd'hui? Il s'agit de déterminer quels critères pour contre-indiquer la grossesse dans le syndrome de Turner, mais également dans quelles conditions peut-on autoriser le don d'ovocytes? Faut-il des centres de référence, étant donné qu'il y aura une surveillance spécialisée tout au long de la grossesse, mais également en postpartum. Et c'est ce qui fait aujourd'hui débat. Et c'est ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention.